Bonjour. Les références bibliographiques et l'article source de l'éditeur sont accessibles dans la description, sous la vidéo. Si vous souhaitez soutenir la diffusion des connaissances scientifiques, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. C'est gratuit. Aussi, s'il vous plaît, pouvez-vous cliquer sur le pouce pointant vers le haut. L'histoire de la transplantation de tête, une revue. Abstrait. Arrière-plan. Depuis le début du siècle dernier, la perspective d'une transplantation de tête a capturé l'imagination des scientifiques et du grand public. Récemment, la greffe de tête a retenu l'attention dans les médias populaires, car les neurochirurgiens ont proposé d'effectuer cette procédure en 2017. Compte tenu de l'impact potentiel d'une telle procédure, nous étions intéressés à apprendre l'histoire des obstacles techniques qui doivent être surmontés et déterminer s'il est même techniquement possible d'effectuer une telle procédure sur les humains aujourd'hui. Méthode. Nous avons effectué une revue historique de la littérature disponible sur les défis techniques et les développements de la transplantation de la tête. Les nombreuses questions sociales, psychologiques, éthiques, religieuses, culturelles et juridiques de la transplantation de la tête dépassaient le cadre de cette revue. Résultat. Notre revue historique a identifié les considérations techniques importantes suivantes liées à la réalisation d'une greffe de tête. Maintien du flux sanguin vers un cerveau isolé via l'anastomose des vaisseaux, disponibilité des agents immunosuppresseurs, anastomose et fusion vertébrale après transfection du cordon, contrôle de la douleur chez le receveur. Plusieurs études animales ont démontré le succès du maintien de la perfusion cérébrale receveuse et de la réalisation de l'immunosuppression. Cependant, il existe actuellement des preuves clairsemées en faveur d'une anastomose vertébrale réussie et d'une fusion après la transection. Alors que les publications récentes d'un groupe italien t'offrent de nouvelles approches de ce défi, la recherche sur ce sujet a été clairsemée et dépend des procédures effectuées dans des modèles animaux dans les années 1970. La façon dont ces anciennes méthodes sont transférées vers le système nerveux humain n'est pas claire et justifie une exploration plus approfondie. Conclusion. Notre revue a identifié plusieurs considérations importantes liées à la réalisation d'une transplantation de tête viable. Outre les défis techniques qui restent, il y a des problèmes éthiques importants à considérer, tels que l'exploitation des patients vulnérables et le consentement éclairé. Ainsi, outre les défis techniques restants, ces problèmes éthiques devront également être résolus avant de dépasser ces études à la clinique. Introduction. Depuis le début du siècle dernier, avec des progrès en médecine, et en particulier la transplantation, la perspective de la transplantation de tête a capturé l'imagination des scientifiques et du grand public. Récemment, la greffe de tête a retenu l'attention dans les médias populaires, car les neurochirurgiens ont proposé d'effectuer cette procédure dans un avenir proche. Compte tenu de l'impact potentiel d'une telle procédure, nous étions intéressés à apprendre l'histoire de divers obstacles techniques qui doivent être surmontés, et sur la base de ces études, déterminer s'il est même techniquement possible d'effectuer une telle procédure sur l'homme aujourd'hui. À cet objectif, nous présentons une revue historique de la littérature disponible sur les défis techniques et les développements de la transplantation de la tête. Les nombreuses questions sociales, psychologiques, éthiques, religieuses, culturelles et juridiques de la transplantation de la tête dépassent le cadre de cette revue. Méthode. Stratégie de recherche électronique. Nous avons recherché PubMed et en bas en utilisant les mots-clés suivants: transplantation de tête, transplantation cérébrale ou anastomose céphalosomatique. La dernière recherche a été effectuée en juin 2016. Critères d'éligibilité et sélection de l'étude. Les titres et les résumés de références obtenus à partir de la recherche documentaire ont été projetés. Nous avons exclu des articles écrits dans des langues autres que l'anglais NU003D3. Les critères d'inclusion consistaient en toute étude décrivant la transplantation de la tête ou du cerveau. Après le titre et la projection de résumés, les articles restants ont été lus en totalité. Un auteur de l'équipe a effectué une projection en texte intégral des articles. Un auteur principal a vérifié la finale incluse, les articles. Les désaccords ont été résolus par discussion. Cette revue a été limitée aux données publiées et n'a pas été limitée à la date de publication. Des articles supplémentaires ont été inclus après la recherche manuelle des bibliographies, des papiers inclus. Résultat. Après une recherche approfondie de la littérature sur l'histoire de la transplantation de tête, nous avons identifié 30 articles décrivant 5 défis techniques pertinents pour la transplantation de la tête. Début de la transplantation de la tête et de l'anastomose des vaisseaux. Depuis le début des années 1900, les gens ont discuté de la possibilité d'une transplantation de tête. Cependant, la chirurgie de transplantation à cette époque était confrontée à de nombreux défis.
L'un des principaux défis de la chirurgie de la transplantation était l'anastomose des vaisseaux, fiable. Le défi rencontré par les chirurgiens vasculaires était de savoir comment couper et réparer un navire blessé et restaurer par la suite le flux sanguin sans interrompre la circulation. Les greffes en matière d'os, d'argent et d'or et de matériaux absorbables étaient utilisés au début des années 1900, mais ces matériaux ont donné des résultats incertains et variables chez les patients. C'est le chirurgien français, le docteur Alexis Carrel, qui a changé ses résultats en utilisant une méthode plus fiable de suture des navires coupés ensemble. Il a utilisé des aiguilles fines et des fils extrêmement minces comme suture et élargi l'ouverture des navires coupés en utilisant 3 sutures de retenue pour former une forme triangulaire. Sa méthode s'est avérée efficace pour protéger contre les hémorragies et les embolies post-opératoires, ainsi que pour empêcher les restrictions sur le site de la suture. Carrel a pu mettre en œuvre avec succès cette technique pour la reconstruction des vaisseaux et la transplantation d'organes entiers principalement dans les procédures impliquant la thyroïde et les reins. En 1908, Carrel et le physiologiste américain, le docteur Charles Guthrie, ont effectué la première transplantation de tête de chien. Ils ont attaché la tête d'un chien sur le cou d'un autre chien, reliant les artères de telle manière que le sang s'est d'abord coulé vers la tête décapitée puis vers la tête du receveur. La tête décapitée était sans flux sanguin pendant environ 20 mains, et tandis que le chien a démontré des mouvements réflexes sonores, visuels et cutanés tôt après la procédure, son état s'est rapidement détérioré, et il a été euthanasié après quelques heures. Bien que leur travail, dans la transplantation de tête, n'ait pas été particulièrement efficace, Carrel et Guthrie ont apporté des contributions significatives à la compréhension du champ de transplantation de l'anastomose des vaisseaux. En 1912, ils ont reçu le prix Nobel de physiologie et de la médecine pour leur travail sur la transplantation des membres et des organes. Une autre étape importante de l'histoire de la transplantation de la tête a été franchie dans les années 1950 en raison du travail du scientifique soviétique et chirurgien Dr Vladimir Demikov. Comme ses prédécesseurs, Carrel et Guthrie, Demikov a apporté des contributions notables au domaine de la chirurgie de la transplantation, en particulier la chirurgie thoracique. Il a amélioré les méthodes disponibles à l'époque pour maintenir l'approvisionnement vasculaire pendant la transplantation d'organes et a pu effectuer la première chirurgie coronarienne réussie chez les chiens en 1953. 4 chiens ont survécu pendant plus de 2 ans après cette opération. En 1954, Demikov a également tenté une greffe de tête canine. Les chiens de Demikov ont démontré une capacité plus fonctionnelle que les chiens de Guthrie et Carrel et ont pu déplacer, voir et remonter l'eau. Une documentation étape par étape du protocole de Demikov publié en 1959 révèle comment son équipe a soigneusement conservé l'approvisionnement en sang aux poumons et au cœur du chien donneur et ont d'abord fait une incision à la base du cou du grand chien, exposant la veine jugulaire, l'aorte et un segment de la colonne vertébrale. Ensuite, ils ont percé 2 trous à travers la partie osseuse d'une vertèbre et ont enfilé 2 cordes en plastique, un rouge et un blanc, à travers chacun des trous. Puis lui et Demikov, mangeant habilement le scalpel, l'aiguille et le fil, ont procédé à des douleurs infinies pour exposer les petits vaisseaux sanguins, attirant un nœud de fil serré autour de chacun à leur tour alors qu'ils ont sculpté graduellement profondément dans le Shavka de Shavka. Enfin, Demikov a coupé la colonne vertébrale. Ainsi, même si le reste de son corps avait été amputé de ce chien, sa tête et ses pattes à avant ont toujours conservé et ont utilisé les poumons et le cœur. Au cours de la 3e phase de la transplantation, les principaux vaisseaux sanguins de la tête de ce chien étaient liés aux vaisseaux correspondants du chien hôte. Le plus long que tout chien a survécu à cette opération était de 29 jours, également plus longtemps que les chiens de Guthrie et Carrel, mais la plupart sont morts en quelques jours. Cette survie limitée était principalement due à une réponse immunitaire du receveur au donneur, et le prochain défi majeur de la transplantation de la tête impliquait le manque d'agents immunosuppresseurs disponibles à l'époque. Sans moyens efficaces de gérer les réactions d'immunérique entre le donneur et le receveur, le travail de Demikov ne pourrait pas être pris en compte dans le domaine clinique pour une utilisation chez l'homme. La question de l'immunosuppression sera abordée ci-dessous. En 1965, Robert Witt, un neurochirurgien américain, a également tenté la transplantation de tête. Son objectif était d'effectuer une greffe de cerveau sur un corps isolé, contrairement à Guthrie et Demikov, qui a transplanté tout le haut du corps d'un chien, et pas seulement le cerveau isolé. Cela l'a obligé à établir différentes techniques de perfusion que ses prédécesseurs. En fait, le maintien du flux sanguin vers un cerveau isolé était le plus grand défi pour le blanc.
Il a créé des boucles vasculaires pour préserver les anastomoses entre les artères carotides maxillaires et internes du chien donneur. Ce système était appelé perfusion automatique, en ce qu'elle permettait la perfusion du cerveau par son propre système carotide même après avoir été coupé au deuxième corps vertébral cervical. Ensuite, le cerveau a été positionné entre la veine jugulaire et l'artère carotide du receveur. En utilisant ces méthodes de perfusion, Waite a réussi à greffer 6 cerveaux canins au système vasculaire cervical de 6 grands chiens receveurs. Les chiens ont survécu d'entre 6 et 2 jours. Par surveillance continue de l'électroencéphalogramme, Leblanc a surveillé la viabilité du tissu cérébral transplanté et a comparé l'activité du cerveau de transplantation au cerveau receveur. De plus, en utilisant un module d'enregistrement implantable, il a également gardé une trace de l'état métabolique du cerveau via des mesures de la consommation d'oxygène et de glucose et a démontré que les cerveaux transplantés se trouvaient dans un état métabolique haute performance après la chirurgie, une autre indication du succès fonctionnel des greffes. Grâce à son protocole de perfusion automatique et à son suivi ultérieur de la fonction du cerveau, Leblanc a démontré la faisabilité à court terme d'un cerveau pur, par opposition au haut du corps, la transplantation. Waite a exprimé son intérêt à utiliser ces méthodes pour développer un système modèle par lequel il pourrait induire la formation de tumeurs, la méningie ou l'encéphalite dans le cerveau transplanté et tester par la suite si le sang circulant de l'animal du receveur normal pourrait restaurer la fonctionnalité des cerveaux blessés. En 1970, Waite a effectué la première transplantation d'échange céphalique chez les primates. Il a effectué 4 associations céphalosomatiques entre les têtes de singes isolées et les corps de singes isolés, utilisant une suture directe des veines carotides et jugulaires. La laminétomie cervicale a été réalisée au niveau de la 4e à 6e vertèbre cérébrale. En raison du choc et de l'hypotension de la colonne vertébrale ultérieure après la transection, la perfusion de catécholamine a été lancée et le support pulmonaire mécanique initié et maintenu tout au long de l'expérience. 3 à 4 heures après la chirurgie, chaque céphalon a pu mâcher, avaler de la nourriture, suivre avec les yeux et mordre si stimulé par voie orale. De plus, grâce à la surveillance de l'électroencéphalogramme, Leblanc a démontré que ces céphalons présentaient un schéma éveillé caractéristique. Malgré les avancées susmentionnées, la revascularisation dans le céphalon est restée un défi et la survie variait entre 6 et 36 H. En raison de la constriction qui s'est développée dans la veine jugulaire de la ligne de suture, le retour veineux de la tête a été entravé. La suture directe n'a donc pas été suffisamment réussie pour permettre une circulation sanguine sans entrave, et les céphalons ont nécessité une perfusion continue avec l'héparine. Cela a finalement conduit à une perte de sang et a été un facteur limitant de la longévité de cette expérience. De plus, Waite a reconnu que la transection de la colonne cervicale était une autre limitation de ces méthodes, car elle a nécessité la mise en œuvre d'un soutien respiratoire continu à l'animal. La transection vertébrale et la revascularisation du céphalon et l'ischémie seront abordées ci-dessous. Une autre modification des anastomoses optimales des vaisseaux s'est produite des années plus tard en 2015 par le chirurgien chinois Xiaoping Ren. Contrairement à l'anastomose directe décrite précédemment, il a utilisé une méthode dans laquelle une seule artère carotide et la veine jugulaire contralatérale ont été coupées, permettant à l'artère carotide intacte et à la veine jugulaire de perfuser en continu la tête donneuse tout au long de la procédure. En utilisant ce protocole, pour les greffes de tête du corps chez la souris, il a pu maintenir la pression artérielle des souris au-dessus de 160 mmHg pendant toute la procédure. De plus, les enregistrements d'électroencéphalogramme des têtes du donneur et des receveurs après la chirurgie ont démontré une activité électrique normale. En coupant un seul navire carotide et jugulaire, la méthode de Ren a minimisé le traumatisme au receveur, empêché le développement de l'ischémie et a également permis une fonction cérébrale intacte. Plus de la moitié de ces souris ont survécu pendant des périodes de plus de 24 H, la survie la plus longue étant de 6 mois. Alors que les greffes de tête de chien et de primates de Waite avaient démontré un succès à court terme, en partie en raison de complications liées à la coagulation, à l'héparinisation et à l'ischémie, le protocole de revascularisation de Ren a permis une survie à plus long terme chez la souris. Immunosuppression. En 1912, lorsque Guthrie et Carrel ont reçu leur prix Nobel, il a été reconnu que le travail qu'ils avaient effectué n'avait aucune application dans l'homme, et que les organes transplantés de l'un à l'autre dégénéreront leurs nouveaux propriétaires. Bien que des progrès aient été réalisés dans la compréhension du maintien de la perfusion pendant la chirurgie de la transplantation, des problèmes comme l'immunosuppression sont restés proéminents.
Dans les années 50 et 60, le visage de la chirurgie de la greffe a changé. Le défi qui avait empêché le succès à long terme des expériences de Karel, Guthrie et de Mikov avait été abordé. Des agents immunosuppresseurs comme l'azathiloprine, la cimercaptopurine et les corticostéroïdes ont été découverts, et des équipes de médecins du monde entier ont commencé à effectuer des greffes rénales et cardiaques humaines. Lorsque Witt effectuait ses expériences de transplantation dans les années 1960 et 70, des agents immunosuppresseurs étaient maintenant disponibles. Witt a utilisé ces médicaments dans ses transplantations de têtes de singe et a pu empêcher la survenue de réactions d'hyperrejection chez les primates, comme l'ont démontré l'histologie du tissu cérébral après leur mort. Cependant, cela a eu lieu au prix de doses extrêmement élevées d'immunosuppression. En fait, les doses élevées d'agents immunosuppresseurs nécessaires pour empêcher le rejet ont en fait contribué à la mort des singes blancs 9 jours après la transplantation. L'échec précoce des singes blancs était au moins en partie dû à la toxicité de la forte dose d'agents immunosuppresseurs. De plus, les greffes impliquant la peau ont posé un défi supplémentaire. En raison de la nature hautement immunogène des tissus cutanés, les transplantations impliquant les mains et les visages n'étaient pas sensibles aux agents immunosuppresseurs de l'époque. Ce n'est qu'en 1999 qu'une combinaison d'agents immunosuppresseurs a été découverte, qui a été efficace pour prévenir le rejet de la peau, sans toxicité si elle était utilisée dans les doses correctes. En particulier, les combinaisons de doses plus faibles de tacrolimus et de mofetyl de mycophénolate étaient censées empêcher le rejet tissulaire sans provoquer une toxicité systémique chez le receveur, représentant l'équilibre idéal pour les patients transplantés cutanés. En effet, en 2006, la première allogreffe de visage humain s'est avérée réussie avec l'utilisation de la thymoglobuline, du tacrolimus, du mycophénolate mofetyl et de la prednisone. Il reste cependant l'efficacité et l'innocuité de ces nouveaux agents immunosuppresseurs dans les greffes de tête humaines. Rennes a souligné qu'il a été particulièrement difficile d'étudier l'immunité à rejet chez les patients atteints de transplantés de tête en raison de leur survie à court terme. Cependant, il estime que son protocole croisé, qui étend la survie des patients atteints de transplantation de tête, permettra une étude minutieuse des réactions de rejet à médiation immunitaire et conduira à une compréhension des schémas optimaux immunosuppresseurs pour la transplantation de la tête. Un astomose vertébrale. Un aspect supplémentaire de la transplantation de la tête avec laquelle Witt et ses prédécesseurs ont lutté était la fusion des molles de rejet spinal de Narcissip. Dans son étude de la transplantation de la tête chez les primates, Witt a noté que la raboterie de la moelle épinière pendant la procédure entraînerait finalement l'exigence d'un soutien respiratoire continu après la transplantation. Comment faire fusionner avec succès les molles de Berlin donneur et receveur et permettre le gain de la fonction motrice n'a été abordé que les récentes expériences de Rennes et du neurochirurgien italien, le docteur Sergio Canavero. En 2014, Rennes a offert une alternative à la méthode traditionnelle de transplantation de tête pour transecter la moelle épinière. Avant Rennes, la transection s'est produite au niveau C3-C4 et n'a donc pas préservé le tronc cérébral du donneur. La respiration et la circulation indépendantes ont été perdues et des machines de support de vie étaient nécessaires. Il s'agissait d'une grave limitation que Blanc reconnut dans ses expériences de primates. En revanche, en effectuant des greffes de tête de souris qui ont maintenu l'intégrité du tronc cérébral des donneurs, l'animal donneur de Rennes pouvait respirer seul après la transplantation. Utilisation par Rennes d'un site de transection au-dessus du tronc cérébral a ainsi offert une promesse pour la respiration indépendante du donneur et des temps de survie plus longs par rapport aux transections traditionnelles C3-C4 effectuées par Witt et celles qui l'ont précédée. Vers la même époque que Rennes, Canavero a également proposé son propre protocole de transplantation de tête, à Even ou la tête de l'anastomose. Les Gémeaux sont une composante du Even qui le distingue des modèles antérieurs de transplantation de tête, abordant ce problème même de l'intégrité de la moelle épinière. Le protocole d'anastomose vertébrale de Canavero prévoit une transection de moelle épinière aiguë et étroitement contrôlée, contrairement à ce qui se produit lors d'une lésion traumatique de la moelle épinière. Il postule qu'une transection contrôlée permettra de maintenir l'intégrité des tissus et que la récupération et la fusion ultérieures se produisent. Plus précisément, il souligne comment son protocole exploitera une voie secondaire dans le cerveau, la voie cortico-trincuticulo-priospinale. Ce système interneuronal propriospinal, découvert pour la première fois par Charles Sherrington au début des années 1900, est un système gris de fibres intrinsèques qui forme un réseau de connexion entre les segments de la moelle épinière. Lorsque le tractus corticospinal primaire est blessé,
les axones des voies corticospinales, coupées, peuvent former de nouvelles connexions via ces neurones propriospinaux. De nombreuses études animales ont démontré que les neurones propriospinaux agissent comme un pont anatomique et permettent la fonction motrice et la récupération chez les animaux avec un tractus corticospinal endommagé. Dans les Gémeaux, Canavero prévoit d'effectuer une transection hautement contrôlée de la moelle épinière qui inflige un minimum de dommages à la matière grise. Sa théorie est que le maintien de ces neurones propriospinaux de la matière grise permettra de réaliser la récupération fonctionnelle après la transection de la moelle épinière chez l'homme subissant une greffe de tête. Une revue récente reconnaît un rôle important pour les neurones propriospinaux dans la récupération après une lésion de la moelle épinière. Cependant, cette réponse régénérative des neurones propriospinales provient d'études dans de nombreux modèles animaux, notamment des chats, des rats et des souris, qui ont des circuits de moelle épinière différents et des capacités régénératives que les humains. Par exemple, les auteurs de cette revue décrivent une expérience classique dans laquelle les chats ont subi une transection de la moelle épinière au niveau lombaire. Remarquablement, ces chats spinalisés ont pu récupérer le pied arrière porteur de poids, qui ressemblait étroitement au modèle de marche félin normal. Les auteurs ont toutefois reconnu que, même si de nombreuses similitudes existent entre les espèces en termes de réorganisation structurelle et fonctionnelle des circuits vertébraux de Suzy, les chats sont particulièrement plastiques en ce qu'ils sont les seules espèces de mammifères qui peuvent récupérer la marche sans stimulation à l'extrinsique de la moelle épinière lombaire. La question de savoir si les mêmes principes de régénération qui ont été observés dans les modèles animaux tiendront après la transection de la moelle épinière humaine reste donc à élucider. Il convient de noter, cependant, que des expériences similaires ont également été tentées sur les primates. Dans la revue susmentionnée, les auteurs décrivent une expérience dans laquelle les primates ont subi une lésion incomplète de la moelle épinière cervicale et après une réorganisation médiée par les neurones propriospinales, ont pu récupérer des mouvements significatifs d'atteinte et de chiffres. Pourtant, les auteurs reconnaissent que le mécanisme précis par lequel les neurones propriospinaux conduisent à un récablage après une blessure ne sont pas clairs. Ils soulignent qu'une grande partie de recherche visant à comprendre la base moléculaire et la physiologie fondamentale de la révolution est justifiée avant que le potentiel thérapeutique des circuits propriospinaux puisse être vraiment exploité. Fusogène. Le développement récent de fusogènes a également contribué à des progrès dans le domaine de l'anastomose et de la récupération de la colonne vertébrale. Les fusogènes se réfèrent à des polymères, comme le polyéthylène-glycol, les poloxamères et les poloxamines, qui ont la capacité de fusionner les membranes des cellules ensemble. En 2004, une équipe dirigée par le docteur Richard Borgen à l'université Purdue a traité des chiens paraplégiques avec des injections de polyéthylène-glycol dans les 72 heures après leur lésion de la moelle épinière et a constaté que plus de la moitié des chiens traités ont pu marcher dans les 2 semaines suivant le traitement. Il convient de noter que Borgen lui-même a déclaré que si les résultats de son étude ont démontré que le polyéthylène-glycol pouvait offrir un avantage clair aux chiens souffrant de lésions de la moelle épinière aiguë, il existe des différences significatives entre les cordes spinales canines et humaines qui doivent être traitées avant que cette thérapie puisse atteindre le domaine clinique humain. De plus, Borgen a induit une lésion de la moelle épinière dans son modèle via une technique de compression-écrasement de déplacement constant. Ce type de blessure est notablement différent du type de transection qui serait effectué pendant la transplantation de la tête et limite donc l'applicabilité du succès de Borgen avec le polyéthylène-glycol dans la procédure de transplantation de la tête. Dans leur revue de 2012, Shaw et Borgen ont décrit leur succès dans l'application des nanoparticules de polyéthylène-glycol aux cobayes avec une lésion de la moelle épinière. Ils ont effectué des tests in vivo de l'application de polyéthylène-glycol et mesuré la récupération physiologique via des potentiels évoqués somatosensoriels. Encore une fois, ils ont pu démontrer plusieurs caractéristiques notables du polyéthylène-glycol en tant que fusogène, y compris sa spécificité pour les sites blessés, l'assèlement des membranes perturbées, la réduction de la génération d'espèces réactives de l'oxygène et la peroxydation lipidique, et comme mentionné, la récupération fonctionnelle mesurée par la récupération de la conduction des potentiels évoqués somatosensoriels. Cependant, comme auparavant, les cobayes de l'étude de Shaw et Borgen n'ont pas connu de transection de la moelle épinière. Au lieu de cela, les animaux qu'ils ont appliqués en polyéthylène-glycol avaient été infligés à une lésion de compression de la moelle épinière. Par conséquent, le succès que Shaw et Borgen ont démontré en ce qui concerne l'utilisation de polyéthylène-glycol après une lésion de compression n'est pas directement généralisable à la procédure de transection de la moelle épinière,
comme cela se produirait dans la transplantation de la tête. Dans son protocole de Gémeaux, Canavero a discuté du travail susmentionné de Borgen et de Shaw chez les chiens et les cobayes, et a décrit son plan d'utilisation du polyéthylène glycol pour reconstituer les membranes neurales après la transection de la moelle épinière humaine. En plus du fait que ces animaux ont subi une blessure à la compression et n'ont pas été transformés en moelle épinière, une autre limitation des études sur lesquelles Canavero s'est appuyé est qu'elles se concentrent sur l'efficacité du polyéthylène glycol comme fusogène chez les rats, les chiens ou les cobayes, avec des preuves clairsemées pour sa utilisation comme fusogène de la moelle épinière chez l'homme. Alors qu'un essai de sécurité de la phase 1 utilisant du polyéthylène glycol sur des volontaires humains non blessés a été achevé avec succès, une exploration plus approfondie et des tests peuvent être justifiés avant que le polyéthylène glycol puisse être appliqué aux humains blessés. Dans un récent éditorial sur son protocole Gemini, Canavero a proposé qu'en plus des fusogènes, la stimulation électrique peut également être utilisée pour accélérer la récupération des neurones séparés lors de la transection de la moelle épinière. Il a cité l'application clinique réussie de la stimulation de la moelle épinière chez l'homme avec une lésion de la moelle épinière. Cependant, l'une des études qu'il a référencées décrit 3 patients atteints de lésions chroniques de la moelle épinière incomplète qui ambulaient avec des dispositifs d'assistance avant la stimulation. Il a également fait référence à l'efficacité de la stimulation de la moelle épinière dans l'AFC et la réhabilitation des blessures neurales. Cependant, ces blessures aux patients ne reflètent pas celles qui suivront la transection aiguë de la moelle épinière qui se produirait lors d'une transplantation de tête humaine. Par conséquent, comme pour les fusogènes, une étude plus approfondie doit être réalisée pour comprendre comment la stimulation de la moelle épinière sûre et efficace pourrait être après la transection de la moelle épinière en particulier. Revascularisation, neuroprotection, ischémie cérébrale. Comme décrit dans la section ci-dessus sur l'anastomose des vaisseaux, l'exécution de Rennes et al. 2015 des transplantations de la tête chez la souris a réussi à maintenir le flux sanguin vers le cerveau receveur pendant toute la procédure. La clé de cette expérience était que le cerveau de l'animal receveur a été perfusé par le flux sanguin de l'artère carotide de l'animal donneur via une connexion à l'une de ses propres artères carotides. De plus, le sang a été drainé dans la veine jugulaire interne du donneur via la propre veine jugulaire interne du receveur. Cette approche de circulation transversale jugulaire carotide a permis une perfusion ininterrompue du tissu cérébral du receveur et a ainsi empêché le développement de l'ischémie cérébrale. Cependant, lorsque la transplantation de la tête est effectuée chez l'homme, Rennes et al. Prévoit qu'il y aura une courte période d'arrêt cérébrovasculaire en raison de contraintes techniques telles que la distance physique entre les gurnets. L'hypothermie induite est un traitement neuroprotecteur largement utilisé chez les patients présentant un arrêt cardiaque, un AVC et une encéphalopathie ischémique hypoxique. Dans les premières expériences de Witt et al. Chez les singes, il a mis en œuvre une hypothermie profonde inférieure à 25 degrés Celsius pour protéger le cerveau transplanté pendant les périodes ischémiques de la procédure. Cependant, dans le modèle de Rennes décrit ci-dessus, il a pu effectuer avec succès une transplantation de tête avec l'induction uniquement d'une hypothermie modérée chez les souris, 29-33 degrés Celsius, une température moins agressive que Witt et al. A dû l'utiliser. En ce qui concerne l'hypothermie, Rennes et al. A reconnu que le temps optimal de refroidissement n'a pas encore été établi. Cependant, ils ne pensaient pas que ce serait préoccupant dans le protocole d'anastomose céphalossomatique proposé par leur équipe, car le corps mort du cerveau du donneur ne subirait pas de hypothermie, et le corps du receveur bien qu'il puisse subir les complications de l'hypothermie telles que les bradycardias, l'hypotension et la thrombose ne seraient pas de conséquence car son corps serait définitivement éteint. En plus de l'optimisation de l'hypothermie, des recherches ont également exploré des agents pharmacologiques pour préserver la fonction cérébrale après une ischémie procédurale. Par exemple, Perftoran, un composé organique furé transférant au gaz, a été utilisé comme substitut sanguin pendant l'hypothermie et a été démontré comme offrant une neuroprotection et un maintien substantiel de l'oxygénation cérébrale dans un essai randomisé de 50 patients. Le sulfure d'hydrogène peut également être un candidat à une utilisation dans l'anastomose céphalossomatique en raison de son rôle potentiel de gaz neuroprotecteur. Cependant, jusqu'à présent, aucune étude clinique n'a démontré son efficacité chez les patients souffrant d'ischémie cérébrale. Ainsi, alors que le protocole transversal de la circulation transversale et de l'hypothermie modérée s'est avéré efficace pour éviter l'ischémie cérébrale dans la transplantation de la tête de souris,
des recherches supplémentaires sur son application sur les humains, ainsi que la sécurité supplémentaire offerte par les agents neuroprotecteurs, doivent être effectuées. Contrôle de la douleur. Un problème qui n'a pas été résolu par les premiers chercheurs en greffe de tête, probablement parce qu'ils ont effectué des expériences sur des souris et des primates, était celle de la douleur. Canavero et al. a publié un article cette année qui reconnaît le développement de la douleur comme une complication post-opératoire possible après la transplantation de la tête. Il suggère que la douleur neuropathique centrale pourrait être traitée par une lésion sélective dans la substance blanche subsariétale qui cible la composante sensorielle de la douleur chronique. Grâce à l'échographie focalisée à haute intensité, ils croient qu'ils peuvent minimiser les saignements, s'engager dans une surveillance en temps réel et éviter les dommages collatéraux. Cette procédure est encore très expérimentale, sans études cliniques montrant que cela soulageait réellement les symptômes de la douleur neuropathique centrale. En effet, comme le souligne l'auteur, des recherches supplémentaires sont justifiées avant une application potentielle de douleur neuropathique centrale post-transplantation chronique. Considérations futures. Des expériences de transplantation de tête ont été menées depuis plus d'un siècle, à commencer par les chiens en 1908 et à s'étendre aux modèles de primates dans les années 1970. Au cours des dernières décennies, les améliorations de la chirurgie vasculaire, des agents immunosuppresseurs et de la récupération de la moelle épinière ont un enthousiasme ravivé pour les greffes de tête humaines potentielles. Plusieurs communiqués de presse confirment que l'auteur de la plupart des études récentes sur la transplantation de tête a l'intention d'aller de l'avant avec la première transplantation de tête humaine en décembre 2017. Il aurait déclaré « Nous avons déjà prouvé tout ce que nous devions prouver. Notre revue historique identifie plusieurs considérations importantes liées à la réalisation d'une transplantation de tête viable, notamment le maintien de la perfusion du système nerveux central, l'anastomose et la fusion vertébrale, et le contrôle de la douleur. Les publications récentes diffèrent des publications antérieures car elles proposent des techniques qui permettraient le maintien de la fonction de la moelle épinière et du tronc cérébral après la transplantation, essentielles à la viabilité à long terme et à l'autonomie de l'humain receveur. Cependant, comme détaillé ci-dessus, des recherches récentes dans ce domaine ont été clairsemées, dominées par un seul groupe et en partie dépendent des procédures effectuées chez les chiens, les souris et les singes rhésus dans les années 1970. La façon dont les méthodes de Karel, Guthrie, Demikov, oui et collègues de Karel, Guthrie, Demikov, oui et collègues sont claires, et les justifications élaborent une exploration plus approfondie avant même d'envisager d'offrir aux humains ces procédures. Ainsi, malgré les progrès réalisés depuis les premières expériences en 1908, certains défis techniques importants demeurent. Outre les défis techniques, il existe également des problèmes éthiques importants à considérer avant de se lancer dans une procédure comme celle-ci. Il s'agit notamment de questions comme « Comment une greffe réussie changerait-elle le sang de l'identité humaine ?» Alors que la littérature et les médias font référence à cette procédure comme une transplantation de tête, il s'agit vraiment d'une transplantation corporelle, dans laquelle le cerveau d'une personne reçoit un nouveau corps. La question alors devient, comment les patients qui émergent d'une telle procédure de vie réagiront-ils à voir un nouvel organisme à contrôler et à associer à leur identité? Ce sont des problèmes complexes qui justifient une exploration plus approfondie. Outre les défis techniques, ces problèmes devront être abordés avant de transformer ces études en pratiques cliniques. Conformité aux normes éthiques. Financement. Aucun financement n'a été reçu pour cette recherche. Le sponsor n'a joué aucun rôle dans la conception ou la conduite de cette recherche. Conflit d'intérêts. Tous les auteurs certifient qu'ils n'ont aucune affiliation avec ou implication dans une organisation ou une entité avec des intérêts financiers tels que les honoraires, subventions éducatives, participation au bureau des orateurs, matière ou matériel discuté dans ce manuscrit. Expérience d'animaux. Cet article ne contient aucune étude avec des participants humains ou des animaux réalisée par aucun des auteurs. Accès ouvert. Cet article est distribué en vertu des termes de la licence internationale Creative Commons Attribution 4.0, qui permettent une utilisation, une distribution et une reproduction sans restriction dans n'importe quel support, à condition de donner un crédit approprié à l'auteur d'origine et à la source. Fournissez un lien vers la licence Creative Commons et que vous indiquez si des modifications ont été apportées.